vais pas prendre plus de temps. Donc Edgar, aujourd'hui, il va nous emmener vers les sommets de la motivation. Comme nous disait Béatrice, on prend un vol et on part sur ces sommets. Donc Edgar, si vous voulez bien venir me rejoindre, et on l'accueille très chaleureusement. On va lancer un petit film pour démarrer, comme ça va poser le décor tout de suite, au niveau des sommets surtout. Il avait des patinettes. Son père l'apprenait à glisser. Et Edgar ne parlait pas, mais il riait. Il avait de la neige, il se prenait des boîtes, il tombait, il en avait de partout, mais il se relevait. J'ai vu un gamin qui avait un engagement total. Dans les bosses, il s'engageait totalement. Il tombait souvent, c'est-à-dire parce qu'il lui manquait quand même un petit bagage technique, mais il n'avait pas peur de s'engager totalement à la limite de ses capacités. Et puis surtout, c'était la notion de plaisir qu'il a retirée. Et cette notion de plaisir, c'était comme un soleil là, au milieu de la piste. Je me suis dit, ce jeune, là, il est assez extraordinaire en termes de potentiel. Si demain, il n'y a pas la plus haute marge du podium? Je sais pas, j'ai pas envisagé ça. Edgar est en pleine concentration en haut du podium, la foule se met à hurler. Oh là là. Il faut savoir que 3 ans avant, c'est Jean-Claude Killy qui a annoncé que les Jeux seraient réussis si les Français faisaient des médailles. C'est vrai de tous les Jeux Olympiques, été, hiver. L'organisateur, pour que sa réussite soit totale, dépend pratiquement totalement des résultats de son équipe nationale. Et donc, je l'ai pris pour moi, en fait. Je l'ai pris comme un challenge. Quand j'ai eu l'occasion de voir Jean-Claude Killy 1 an avant, je suis allé le voir, j'ai dit « T'inquiète, je vais gagner ». Très bien, ça fait une médaille d'or, mais encore fallait-il la chercher. Et quand il a dit « Non, je serai champion olympique, Jean-Claude, ne souris pas ». C'est comme ça. C'est ce qui fait un peu le champion aussi, c'est-à-dire toute la fragilité devant l'ampleur de la tâche, c'est-à-dire courir des Jeux Olympiques, mais aussi la dureté, l'égoïsme, le sûr de soi du champion, qui est pratiquement obligatoire. Il avait tout ça, lui. Et puis en plus, il voulait être champion olympique. Des fois, il y en a qui le veulent plus que d'autres.
Merci beaucoup. C'est très sympa de commencer sous des applaudissements, vous voyez. Non, mais avant les applaudissements, il fallait les chercher en bas d'une piste de 300 mètres de long, 150 de large, 28 degrés de déclivité, 1000 bosses. C'était chaud. Et j'arrivais pas toujours en bas. Donc j'étais pas toujours voilà, très encouragé, très applaudi. Là, c'est plus facile, je passe un film, finalement. Mais bon, voilà, j'ai plus 20 ans, hein, j'en ai 54, je suis marié, j'ai des enfants, c'est plus la même vie. Quand je regarde le film, je me dis, il était taré, le mec. Non, parce que tu peux dire à tes copains, t'inquiète, je vais gagner, ça pose pas de problème, mais à Jean-Claude Killy, tu sais, pour nous, sportifs, Jean-Claude Killy, c'est Dieu sur Terre, tu vois, c'est quand même la monstre référence. Quand tu es sportif, c'est déjà un grand champion, un immense champion. Quand tu es skieur, c'est pire, quoi, c'est Dieu sur Terre. Et là, tu dis, non, mais t'inquiète, Jean-Claude, tu vas voir. Fastoche les jeux. Et là, le gars il dit ouais, bon, bah, c'est pas le tout, va falloir le faire. Et c'est ça qui est intéressant en fait. C'est pas tout de le dire, c'est après comment le faire. Parce qu'en fait, tout l'enjeu il est là. Moi, quand j'ai dit ça, je l'ai dit à Jean-Claude 3 ans avant les jeux, tu vois. 3 ans avant, c'est quand même, voilà, c'est quand même assez aléatoire en fait, comme prédiction. Vous savez ce que vous allez faire vous dans 3 ans? Qu'est-ce que vous visez dans 3 ans? GBTA. C'est quoi la masterclass dans 3 ans chez GBTA? À quoi ça va ressembler? Ça va avoir de la gueule. Enfin, je veux dire, ça va avoir quelle gueule? Valérie, dis-moi. Moi, j'ai besoin de savoir. Dans 3 ans, tu vois? Là, on est là, mais vous la faites au congrès, au Palais des Congrès de Paris, avec 2000 personnes. Vous faites quoi dans 3 ans? Non, c'est intéressant. C'est un peu avoir l'ambition. C'est ça de l'ambition. Et ouais, ce qui est intéressant avec l'ambition, c'est qu'il ne faut jamais tenir compte des moyens existants. Vous avez déjà rêvé grand, vous, avec les moyens du bord? Genre, ouais, bon, je rêve grand, mais c'est quand même étriqué. Parce que franchement, avec les moyens qu'on a là, puis le contexte, la conjoncture et l'ambiance, non, mais on vit le ski bashing, hein, vous inquiétez pas, je sais de quoi on parle, hein, quand on parle de bashing. J'ai entendu le pour et le contre. Sur l'aspect voilà, écologie, c'est comment dire, c'est intéressant. Enfin, non, mais si on veut se projeter, comment se projeter dans un monde qui décroît, tu vois? Comment se projeter positivement dans un monde qui décroît? C'est ça qui est intéressant. C'est ça le défi aujourd'hui, c'est ça le challenge. Qu'est-ce qui va faire que demain on va être meilleur dans un monde qui, lui, voilà, sera peut-être très très différent, parce qu'il est en train de changer ce monde. Et il est en train de changer sans doute beaucoup plus vite qu'il n'a changé jusque-là. Ce qui veut dire qu'ici, on est au bon endroit, quoi. Parce que vous êtes là pour vous former, vous êtes là pour vous réunir, pour partager, pour échanger. Vous êtes là pour réfléchir ensemble, ce qui est quand même mieux que de réfléchir chacun dans son coin. Et donc, vous n'aurez peut-être pas, en sortant d'ici, toutes les solutions, des solutions magiques pour y arriver. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que la solution magique, miracle, existe. Je ne sais pas vous, si vous le savez. Non, mais c'est ça, c'est dans un monde chaotique. Vous voyez, quand tu es face à 1000 boss, tu vois, et que tu vois d'abord 1000 problèmes, avant de voir 1000 solutions, la solution magique, elle n'existe pas. C'est un ensemble de petites idées qui peuvent être de petites solutions qui, à la fin, peuvent faire une réussite. Et c'est ça que Jean-Claude Killy savait. Mais quand je lui ai dit 3 ans avant, t'inquiète, je vais gagner, je n'avais pas la solution miracle. Évidemment. Si je l'avais eu, ça aurait été à la fois cool, mais inintéressant. Imaginez. Imaginez si 3 ans avant, quand je dis à Jean-Claude Killy, t'inquiète, je vais les gagner tes jeux. J'avais la solution magique pour le faire. Pendant 3 ans, j'aurais glandé, je me serais tourné les pouces. Moi, je suis un peu feignant à la base. Hein. Je vais pas. Non, mais c'est vrai. Si j'avais la solution miracle magique et tout, ça aurait été inintéressant. Si j'avais eu le plan d'action, le programme, si je savais exactement ce qu'il fallait faire tous les jours, quoi manger, comment m'entraîner techniquement, quels exercices pour me développer physiquement, ça n'aurait eu absolument aucun intérêt. En fait, ce qui a eu de l'intérêt, je me rends compte de ça quand même, hein, ce qui a eu de l'intérêt, c'était de ne pas savoir. En fait. C'est pour ça que je n'ai pas tenu compte des moyens existants.
quand je me suis dit, enfin bon, parce qu'après je me suis dit, bon, comment faut faire, tu vois. Et les moyens existants, les moyens du bord, en équipe de France, bah, il y avait déjà des choses, hein, évidemment, j'étais pas livré à moi-même. J'étais en équipe de France, j'avais la chance d'avoir un staff, d'avoir des moyens, mais par exemple, il n'y avait pas de prep mentale, il y avait la prep physique, c'était encore assez approximé, assez amateur, artisanal, on va dire, tu vois. Notre préparateur physique, c'était Nano Pourtier, qui était aussi le capitaine de l'équipe de France, qui nous entraînait techniquement, donc il nous préparait physiquement. C'est tout juste si c'était pas, il ne faisait pas la bouffe, tu vois, le mec. C'est lui qui nous réservait nos voyages, d'ailleurs. C'était un bon client. Ah ouais, quand tu déplaces 25 personnes dans le monde entier, tu fais 2 tours du monde dans l'hiver, c'est sûr que c'est... Voilà, c'est bon, c'est pas un gros client, mais c'est pas mal déjà. On consommait, hein, on consommait pas mal. Et donc Nano, voilà, c'était bien, mais tout ne pouvait pas reposer sur lui. En plus, franchement, en préparation physique, le mec, il était nul. Hein. C'était une catastrophe. Il nous entraînait comme il s'entraînait, lui, à l'époque. Il a été 3 fois champion du monde de ski de boss. Et ce qui était marrant, c'est qu'il disait toujours ça, ouais, je vais vous entraîner comme je me suis entraîné. On lui disait, mais tu t'entraînais pas. Alors bon, à la limite, voilà, on va pas foutre grand-chose. Non, mais en fait, il nous entraînait comme il aurait rêvé de s'entraîner. Tu sais. Ouais, il nous racontait des trucs, genre, moi je poussais des poubelles en fer dans la montée de l'Alpe d'Huez, tu vois, parce qu'il était de là-bas. On s'en fout, nous. Pousser des poubelles en fer, hein, je sais pas, c'est pas ce qui va nous faire correctement skier dans les bosses, tu vois. Heureusement, voilà, donc dans les moyens du bord, tu vois, on n'avait pas tout ce qu'il fallait. C'est juste pour vous dire qu'on n'avait pas tout ce qu'il fallait et que, en fait, quelque part, la stratégie, l'approche, ça a été de mesurer l'écart qu'il y avait entre ce qu'on avait, ce qu'on était, enfin, ce que j'étais et puis ce que j'avais à ma disposition, et puis ce qu'il me fallait pour y arriver. Et le job, bah, ça a été de réunir les conditions pour que pendant 3 ans, au bout de 3 ans, j'ai exactement et je sois celui qui est en position dans le portillon de départ de gagner, de l'emporter dans le portillon de départ. C'est-à-dire que j'ai pendant 3 ans cherché des solutions, trouvé des moyens pour créer les conditions pour que dans le portillon de départ, voilà, la course, elle ne m'échappe pas. Et c'est marrant d'ailleurs. Et ça, évidemment, ça n'a pas été un travail d'équipe. Vous voyez, je dis c'est marrant parce que je ne me suis même pas projeté sur la ligne d'arrivée, je me suis projeté dans le portillon de départ. C'est marrant, non? C'est-à-dire qu'entre le portillon et de la ligne, qu'est-ce qui se passe? Tu vois? Ben ouais, il faut faire le job, quoi. Vous voyez? C'est quoi mon... Vous savez, quand j'ai commencé les bosses au club des sports à la Clusaz, la première chose que m'a dit mon entraîneur, il m'a dit tu mets les bras devant. Vous voyez, c'est le premier truc que j'ai entendu quand je me suis retrouvé en haut d'un mur de bosse. Et moi, j'arrivais je suis un autodidacte en ski. Et quand je suis arrivé au club des sports à la Clusaz en section ski de boss, c'est la première fois qu'on me donnait un conseil. Alors que je skiais depuis tout gamin. Hein. Moi, je suis né dans une station de ski au pied. Mon père était entraîneur. Il était moniteur de ski. Il m'a jamais donné un cours. Mais il m'emmenait skier. Quand je tombais, il traçait. Il m'a jamais donné un conseil, rien, tu vois. Donc il traçait. Du coup, moi, je devais me relever très vite si je voulais pas le perdre. Vous voyez, donc il m'a jamais donné un conseil, mais il m'a appris à me relever vite, ce qui est déjà pas mal dans la vie, tu vois. Et donc, voilà. Sinon, j'étais paumé au milieu du domaine skiable, tu vois, dans des coins. En plus, il m'emmenait dans des endroits, tu vois, un peu paumés, tu vois, parce que lui, il aimait bien faire de la poudreuse, tu vois. Et donc après, tu te retrouves en poudreuse. Après, il y a des corniches, des rochers. T'es tout seul, t'es gamin, t'es grand comme ça, tu te dis, oh, papa, attends. Et donc là, j'arrive au club des sports. Premier conseil, tu mets les bras devant. J'ai eu un doute. Honnêtement, j'ai eu un doute. Non, parce que moi, j'ai vu la piste, comme je vous le disais, 300 mètres de long, 150 de large, 28 degrés de déclivité. C'est pas avec mes 2 petits bras devant que je vais arriver à franchir ce mur de bosse, tu vois. Et comme je vous le disais, j'étais là, je voyais 1000 bosses, mais non, je voyais 1000 problèmes. Et c'est pas avec mes 2 petits bras, tu vois, que j'allais résoudre les 1000 problèmes. Et donc, je dis à l'entraîneur, attends, c'est tout. Il me dit, fais déjà ça. Et je lui dis, toi d'abord. J'avais besoin d'avoir l'exemple. Bah ouais, l'entraîneur, c'est l'exemple. Donc je lui ai dit, fais voir, comment tu fais? Il m'a dit, pas de problème. Et le mec il est parti, les bras devant. Et ça a été magique. Pourquoi? Parce que en fait, le haut du corps ne bougeait pas, les bras devant étaient bien devant, le bas du corps se faufilait entre les virages. Et la magie, c'est qu'en fait, qui opérait à ce moment-là,
c'est que pour lui, tu avais l'impression que la piste, elle était lisse et plate. Tout ça parce qu'il avait les bras devant. Tu vois? Et donc, je me suis dit, ok, je vais tenter ma chance, tu vois. Mais il a mis 35 secondes pour descendre la piste, arrivé en bas, il a vas-y, il m'a fait signer avec le bâton, vas-y, comme ça. Donc moi, je fous les bras devant, je pars, je fais 5 virages, et là, les bras, ils étaient au-dessus de ma tête, je me faisais secouer comme un cow-boy de rodéo, et voilà, et ça a été ma première expérience dans les bosses, quoi. Je me suis relevé, évidemment, je suis retourné, j'ai fait 4 virages, je me suis repété la gueule, et je me suis relevé, et j'en ai refait 5, et je me suis repété la gueule, et ainsi de suite. J'ai mis 8 minutes pour descendre la piste. 8 longues minutes, hein. Très longue, douloureuse, arrivé en bas, humilié, complet, tu vois, moi qui croyais autodidacte du ski, j'avais pas eu beaucoup de conseils, mais j'avais appris à me relever vite, vous voyez. Mais je pensais pas que j'étais aussi nul dans les bosses. Non, c'était vraiment une cata, 8 minutes. D'ailleurs, tellement catastrophique que l'entraîneur, donc Thierry, je lui ai dit à ce moment-là, Thierry, écoute chef, je pense que je suis pas fait pour ce sport. Vous voyez, ma première expérience dans les bosses. Extraordinaire, non? Je pense que je suis pas fait pour ce sport. Et là, Thierry me dit, écoute, tiens, d'ailleurs, si vous aviez été à ma place, qu'est-ce que vous auriez aimé que votre coach, votre entraîneur, votre manager, votre patron vous dise pour vous remettre, debout, en action, pour redonner confiance en vous, arriver à dépasser ce sentiment d'humiliation. Vous vous dites, non, je veux faire du ski, mais je ne veux pas faire ça. Je ne veux pas faire des bosses, tu vois. C'est quand même dingue parce que on pourrait dire avec le recul que ce mec, à ce moment-là, il m'a dit quelque chose qui a changé ma vie. Hein, parce que, alors, ça a pris un peu de temps, hein, mais quelques années plus tard, j'en avais 12 là, à 25. Vous voyez, ça fait quand même 13 ans plus tard, 14, parce que c'était plutôt à 26 ans. On a renommé ce mur, cette piste de bosse à la Clusaz, le mur Edgar. Ah, la classe. J'ai un mur à mon nom, c'est quand même cool, tu vois. Non, mais j'ai une piste à mon nom. Pourquoi? Parce que j'ai été champion du monde dedans. Tu vois? Et à la fin de ma carrière, dernière course de ma carrière, je gagne un championnat du monde dans cette piste. Et là, tu te dis, waouh, mais c'est top, surtout quand tu vois comment ça a commencé. Tu vois? Non, et mon entraîneur m'a dit, à ce moment-là, pour vous la faire courte, il m'a dit, mais quand tu étais au départ, à quoi tu pensais? Vous voyez, il a eu besoin de faire le diagnostic pour savoir où j'en étais mentalement. Et donc, moi, je lui ai dit, 1000 bosses, 1000 problèmes, en gros. Tu vois? Et je voyais pas comment la solution, avec les petits bras devant, la solution allait me suffire, tu vois, pour dépasser tout ça. Et à ce moment-là, Thierry m'a dit cette chose qui me restera très longtemps gravée dans ma mémoire. 1000 bosses, 1000 problèmes, aussi longtemps que tu verras des problèmes, que tu penseras comme un loser, tu finiras comme un loser. Et voilà, ouais, voilà, hein, c'est bien. Voilà, à partir de là, merci. Allez, ciao. Hein, c'était une bonne expérience. Hein, ça aurait pu t'emmener au plus haut niveau, mais non. Oui, j'aurais pu très bien abandonner là-dessus. Hein. Oui, parce que bon, franchement, t'es déjà humilié et en plus là, tu te fais descendre. Et je pense que on a besoin, il faut un peu d'orgueil dans ces moments-là. L'orgueil bien placé, hein, évidemment, pas pour l'envoyer chier, mais pour lui dire, attends, mais pourquoi tu me dis ça? Tu vois? Et moi, je pense qu'à ce moment-là, j'ai eu de l'orgueil parce que je me suis dit, ça ne peut pas s'arrêter comme ça. Je ne suis pas un loser. En tout cas, je n'ai pas envie d'être celui qui pense comme un loser. Et donc, je lui ai dit, il faut penser comment, puisque tu sais si bien faire. Et il m'a dit, comme un champion. Je lui ai dit, attends, arrête, les champions, ça ne pense pas. C'est connu. Ça n'a pas de tête. Tu as des jambes peut-être, mais les têtes, laisse tomber, tu vois. Et je lui ai dit, en plus, j'avais un super argument, je lui ai dit, c'est les philosophes qui pensent. Va mettre un philosophe dans un mur de bosse, on va bien se marrer. Hein. Thèse, antithèse, prothèse. En bas, moi, je te le garantis. Le mec, on le fracasse. Donc, je lui ai dit, comment pense le champion? J'avais besoin d'un truc concret. Et il m'a dit, là où toi, tu vois des problèmes, lui, il voit des solutions. Ah, c'est tout. Je suis pas plus con qu'un autre. Enfin, qu'un autre champion, on va pas mettre la barre trop haute non plus. Hein. Je devrais y arriver. Et c'est comme ça que j'ai enclenché, j'ai embrayé, j'ai raccroché en fait les wagons. Alors évidemment, les solutions, je les avais pas. Évidemment, voilà, les moyens, je les ai jamais eus. Enfin, je les ai réunis petit à petit, progressivement. Et c'est ça que je trouve assez marrant, c'est que rêver, se projeter, avoir une vision, c'est hyper important, évidemment. Tenir compte du contexte, de la conjoncture, des moyens du bord, franchement, c'est le meilleur moyen pour dégrader sa vision.
Et oui, c'est le meilleur moyen pour dégrader sa vision. Tenir compte des critiques, des gens qui peuvent... je vais vous donner une critique, moi. En fait, la première personne à qui j'ai dit 3 ans avant les Jeux, je vais gagner, c'est un journaliste de l'équipe qui m'avait posé cette question en forme de... C'était pas vraiment une question, hein, c'était une question en forme d'angoisse, qui m'a dit, Edgar, dans 3 ans, il y a les Jeux. Jean-Claude Killy a dit que les Jeux seraient réussis s'il y avait de belles médailles françaises. Tu vas voir tout le public avec toi, il va y avoir une pression d'enfer. C'est dans 3 ans, la course dure 30 secondes. Tu vas arriver peut-être en leader parce que tu es déjà champion du monde. Tu n'as pas la trouille. Vous voyez la question en forme d'angoisse? Et là, j'ai appris un truc, c'est qu'il ne fallait jamais chercher à rassurer un angoissé. C'était peine perdue. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Mais je lui ai dit, t'inquiète pas, je vais gagner. Et bien, son niveau d'angoisse a augmenté d'un cran. Vous voyez? Et ouais. Et donc, je lui dis, attends, t'inquiète, cool. Je vais les remporter, les Jeux, il n'y a pas de problème, tu vois. Et là, tu vas faire comment? Je lui dis, ouais, j'en sais rien, tu vois. Et alors là, le mec, il a pété un câble. Ah, tu sais même pas comment tu vas faire. Il a écrit que j'étais un petit branleur, prétentieux, arrogant et tout, tu sais. Moi, le lendemain, je me suis retrouvé avec l'article dans l'équipe. Je me suis dit, merde, si mes parents voient ça, tu vois, j'avais envie d'aller acheter tous les magazines, enfin, tous les journaux de l'équipe, du buraliste où mes parents vont acheter en disant, non, faut pas qu'ils voient ça, tu vois. Je me suis dit, si mes parents voient ça, si mes coachs voient ça, si mes potes voient ça, ils vont se dire, ouais, il a raison, le journaliste. C'est parce qu'on croit les journalistes. On croit vachement à ce qu'ils racontent. Ce qui est une erreur, hein. Ah non, mais tout ce que vous lisez, c'est... tant que c'est pas un verbatim repris vraiment mot à mot, c'est une interprétation d'un mec qui a jamais fait. Vous les connaissez? Vous voyez ce que je veux dire? L'interprétation d'un mec qui n'est pas compétent, qui a jamais fait, qui connaît rien au sport de haut niveau et qui voit le monde, tu vois, qui a une vision qui dépend des conditions, du contexte et des moyens du bord. Forcément, avec des mecs comme ça, tu vois, tu ne peux que viser bas. Tu vois. Et donc là, je me fais les journalistes, hein, vous avez vu. Il n'y en a pas dans la salle, j'espère. Si. Où ça? Levez la main, s'il vous plaît. Dénoncez-vous. Non, je rigole. Parce que je sais que vous n'êtes pas tous pareils. Je suis en train de m'en sortir comme je peux. Non, mais j'avais aussi de bons copains. J'avais aussi de bons copains dans les journalistes. Et peut-être que chez vous, ils ne sont pas comme ça. Hein. Mais dans le sport, tu sais, souvent, c'est les mecs qui ont choisi la plume parce que la paire de skis était un peu lourde pour eux. Tu la portais sur l'épaule. C'était des feignasses, mais je te dis pas. Non, mais j'ai plein de blagues comme ça sur les journalistes, tu vois, qui me font bien marrer. Mais ça, c'est dans le sport. C'est pas chez vous, c'est de la presse pro, c'est quand même pas la même chose. Ouais, non, mais c'est vrai. Et donc, en fait, il a fallu réinterpréter la situation. Moi, c'est ce que j'ai été obligé de faire à un moment donné, parce que quand il a dit que j'étais un petit branleur prétentieux, arrogant, j'ai pris l'article, je suis allé voir Nano, qui était le patron de l'équipe de France, c'était mon chef, quoi. Hein, c'est le mec qui m'a sélectionné en équipe de France, à qui je devais rendre des comptes, qui avait le droit de vie et de mort sur moi. Hein, il pouvait me sélectionner ou me virer, ou ne pas me sélectionner pour une Coupe du Monde. D'ailleurs, des fois, il ne s'est pas privé, cet enfoiré. Et donc, il me laissait à la maison. Tu vois. Il me disait, apprendre à gagner sur les Coupes d'Europe. Je lui dis, non, mais ça, c'est bon, je les ai déjà gagnés. Il me dit, continue. Il faut du temps pour faire un champion. Je lui dis, ouais, moi, j'aimerais bien aller sur la Coupe du Monde, tu vois. Parce que les copains partaient aux États-Unis, moi, je restais en Europe, tu vois. J'allais en Suisse. Enfin, franchement, en termes de décalage horaire, c'est pas la même, tu vois. Et donc, en plus, les États-Unis, pour nous, skieurs de boss, c'est un peu tu vois, c'est comme si je partais faire du rodéo. Non, mais c'est la Mecque du ski. Enfin, les États-Unis, tu vas dans le Colorado, le ski de boss, c'est un peu, voilà, c'est génial, c'est super reconnu. Ça a été inventé là-bas, tu vois, c'est un peu. Donc, c'est génial de pouvoir y aller. Et donc, Nano, qui avait le droit de vie et de mort, qui était le patron, qui était voilà l'autorité suprême dans mon truc, je vais le voir avec l'article, je lui dis, qu'est-ce que t'en penses? Et là, il me dit, tu peux pas plaire à tout le monde. Et je lui fais, ouais, c'est tout. Il me dit, écoute, réfléchis là-dessus quand même. Donc là, je suis reparti dans ma chambre avec l'article et je me suis dit, putain, je peux quand même pas plaire à personne. Tu vois? Et là, je me suis dit, va falloir compter les amis. Tu vois? C'est les gens qui, c'est ce que voulait me dire Nano, c'est qu'à un moment donné,
tu peux pas plaire à tout le monde. Il y a de l'énergie, tu vas avoir à concentrer sur des gens avec qui tu vas devoir construire cette victoire, ce projet en fait. Et faire en sorte que cette vision se réalise. Donc il y a des gens qui sont clés là-dedans, puis il y en a d'autres, ben voilà, ça, c'est peut-être pas la peine de dépenser trop d'énergie à le faire. Parce que peut-être que les sceptiques et négatifs, c'est les gens qui seront convaincus le jour où on aura un résultat. Et si tu gagnes, bah, peut-être qu'à ce moment-là, voilà, ça ne sert à rien de perdre de l'énergie avant pour essayer de leur dire que tout ce que tu fais, c'est vachement bien. Tu vois, donc cette énergie-là, garde-la pour faire les choses. Et c'est ce qu'il voulait me dire Nano. Et donc, je suis retourné voir Nano et je lui ai dit, ok, j'ai compris ce que tu as voulu me dire. Je ne peux pas plaire à tout le monde, je ne peux pas plaire à personne, il faut que je sélectionne. Donc réunis-moi le staff de l'équipe, là, il faut que je leur parle. Et j'ai réuni, donc Nano m'a réuni le staff de l'équipe, on s'est vu le soir et je leur ai dit voilà, ça c'est l'objectif. À partir de ce moment-là, moi, franchement, comment on va faire, j'en sais rien. Je ne sais pas comment vous allez faire pour me préparer physiquement, techniquement, mentalement, pour être le jour J dans le portillon de départ à mon plein potentiel, dans 3 ans. Mais quelque part, c'est un peu la mission que je vous fixe, quoi. Alors, bon, les gars, le problème, c'est que je sais, je suis athlète dans cette équipe de France, c'est pas moi qui vous paye. Donc, j'ai un truc peut-être qui peut donner un supplément d'âme à votre métier, c'est que considérez à partir d'aujourd'hui que si vous êtes l'entraîneur du futur champion olympique, est-ce que ça a un supplément d'âme, ça? Est-ce que ça a du sens? Est-ce que ça vous motive? Tu vois, les mecs m'ont dit ouais, bah ouais, ok. Mais bon, enfin, c'est pas le tout de le dire, va falloir le faire. Je fais ok, d'accord, je m'engage sur 2 choses. La première, je serai à l'heure à l'entraînement. Ce qui est déjà pas mal chez nous. Non, mais c'est la base. Ah ouais, non, mais il faut revenir aux bases, toujours dans ces situations. Et la deuxième, c'est que je serai à 200% à l'entraînement. En gros, je ne poserai pas de questions. Enfin, peut-être le soir à table, mais pendant que vous m'entraînez, je ne pose pas de questions, je fais le job, mais je le fais à 200%. Et les mecs m'ont dit, bah écoute, c'est pas le tout de le dire, on va voir si tu le fais. Et en fait, les bases de la confiance avec eux, elles se sont construites là-dessus. Et donc, à ma capacité à être à l'heure à l'entraînement et à être à 200%, pas de poser de questions. Vous savez, il y a des fois des gars qui sont dans le oui, mais. Je fais ça, oui, mais tu comprends. Voilà. Pendant que tu fais ça, tu vois, moi, pendant que d'autres faisaient ça en équipe, moi, j'accélérais. J'accélérais sur le truc. Et en fait, les choses se sont construites, les conditions se sont réunies progressivement. Évidemment, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, il n'y a pas eu de solution miracle. Les choses ont pris un peu de temps, mais c'est parce que les conditions de la confiance étaient réunies, parce que les marques de confiance tous les jours, elles étaient là, on était au rendez-vous, j'avais un engagement, ils voyaient que je m'entraînais et je leur avais demandé non pas de m'entraîner comme ils m'entraînaient la veille, enfin comme ils m'entraînaient avant, je leur ai demandé qu'ils m'entraînent par rapport avec le niveau d'exigence qui correspond à l'ambition. Ça, c'est une vertu extraordinaire. Avoir une vision, avoir une ambition, avoir un objectif, avoir un projet, c'est génial parce que ça fixe les standards. Vous voyez, quelque part, ce qui est le plus difficile, c'est de dire, ouais, mais à quel niveau de standard est-ce qu'on joue là? Est-ce qu'on joue à des standards de champion de France, champion d'Europe, champion du monde ou champion olympique? C'est pas les mêmes, en fait. Il faut s'en rendre compte, c'est juste pas les mêmes. Et tu ne seras jamais champion olympique avec des standards de champion du monde. Donc moi, qui étais champion du monde, j'avais demandé à mes coachs, élever le niveau, élever les standards au niveau champion olympique, et pendant 3 ans, vous allez m'entraîner comme si j'étais champion olympique. Point barre. C'est pas à faire quelque part, on considère que c'est fait. Et c'est comme ça qu'on bosse, on s'entraîne. Et c'est grâce à ça que j'ai pu prendre de l'avance, en fait, sur mes adversaires les plus coriaces. J'avais en équipe de France des gars qui avaient envie de faire des podiums, un podium au jeu, ou d'y participer. J'avais en équipe de France des gars qui étaient là en disant... parce que on a tous été confrontés à la même chose. Hein. C'est ça que je trouvais assez rigolo. On est tous en équipe de France. On est là quelque part parce que, on n'est quand même pas mauvais. Et puis, se présente à nous l'opportunité des Jeux Olympiques. Et là, tu as des gars qui te disent « Oh, les Jeux Olympiques ». Ouais, non, mais attends, c'est une menace pour nous. Ça va dénaturer notre sport. C'est intéressant, hein. Les mecs sont en équipe de France. Ils ont un staff à leur disposition pour pouvoir quand même performer au meilleur niveau mondial.
tu es dans une équipe qui est quand même assez costaud parce que c'est la meilleure équipe du monde. Dans l'équipe de France, tu as quand même 7-8 mecs qui sont dans le top 20 mondial. C'est-à-dire que tu as quand même des références. Tu as un mec qui est champion du monde, un mec qui est numéro 1 mondial. Tu vois, il y a du lourd, quoi. Il y a un staff, le staff, le mec, enfin Nano, le patron de ce staff, il est quand même 3 fois champion du monde de ski de boss. Derrière, tu as un entraîneur qui est champion du monde. Tu as des préparateurs physiques qui arrivent et qui sont qui viennent de l'INSEP, qui sont des costauds. Bref, tu commences à avoir du lourd. Et les gars, ils sont là. Attends, ça va dénaturer le sport. Ouais, bah oui, c'est dingue. C'est dingue. Ben oui, c'est-à-dire que les gars, pendant 3 ans, qu'est-ce qu'ils font? À votre avis, à l'entraînement? Ben oui, mais. Tu vois? Ben ouais, ils sont dans le oui, mais à l'entraînement. Ouais, non, mais vas-y, on va s'entraîner 4 heures aujourd'hui. Ouais, mais attends, tu crois pas que 3 heures, ça suffirait? Parce que moi, après, je suis fatigué, puis après, j'ai du mal à l'entraînement, à la préparation physique l'après-midi, et puis ci, et puis ça, puis tu vois, tu rentres dans une espèce de spirale infernale, d'une motivation assez moyenne, qui fait que le jour des Jeux, bah, t'es évidemment pas qualifié, t'es spectateur. Comme il fait un temps de merde, les mecs te disent, oh, bah, tu vois, il ne devrait pas avoir lieu ces Jeux. T'as vu le temps? Franchement, les conditions de course, elles sont pas équitables. Il faut annuler. Non mais c'est vrai, c'est-à-dire que les mecs ils sont jusqu'au bout, tu vois, dans l'excuse pour que ça marche pas. C'est un état d'esprit en fait. Ce que je veux dire par là, c'est que à un moment donné, avoir des objectifs, élever le niveau, mettre les standards requis par l'ambition, au niveau requis par l'ambition, c'est un état d'esprit avant d'être, avant d'être une fatalité. C'est pour ça que quand je dis se fixer des objectifs, avoir des ambitions, qui tiennent pas compte des moyens du bord, ni du contexte et de la conjoncture, parce que dans le monde dans lequel nous on est, en tant que sportif de haut niveau, à la fin, il y a un podium, et pour l'instant, personne n'est monté dessus. La place est libre. Je ne sais pas chez vous si c'est la même chose. Si dans 3 ans, il y a un podium, et si personne n'est encore monté dessus. Si par rapport à une ambition qui peut être la vôtre personnelle, parce que pour vous, ça peut être, je ne sais pas, un poste que vous pouvez viser, ou à titre collectif, ça peut être qu'est-ce que ça peut être, sur le plan de l'entreprise, ça peut être un leadership sur votre marché. Au niveau de GBTA, ça peut être quoi en termes de posture? Qu'est-ce que ça peut être? Et c'est ça qui devient intéressant. Parce qu'à partir du moment où vous avez une vision claire de ce que vous voulez, avant de pouvoir, il faut vouloir ce que vous voulez réussir, ce qui est intéressant, c'est déjà d'essayer d'y réfléchir. Parce que le problème chez vous, c'est qu'il n'y a pas de Jeux Olympiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un événement majeur qui peut déterminer, qui va déterminer finalement une date clé, un moment clé dans votre carrière. Nous, on a cette chance dans le sport d'avoir des Jeux Olympiques qui rythment nos vies, des championnats du monde qui rythment nos vies, des Coupes du monde qui rythment nos vies, donc des échéances qui rythment en fait nos vies, notre évolution. Vous n'avez pas ça. Est-ce que c'est une chance ou pas? C'est peut-être une chance de ne pas en avoir, puisque du coup, vous pouvez vous-même vous les fixer. Vous voyez? Question de point de vue, en fait, question d'approche. Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que tout est question d'approche. Qu'on parle de sport de haut niveau ou qu'on parle de votre métier, quand même beaucoup de choses, ça part déjà d'une certaine approche. Quelle est la vision que j'ai de ce que j'ai envie de réussir? À partir de ce moment là où on est clair sur ce qu'on veut, et c'est pas toujours simple, j'en conviens. Surtout quand on tient compte des moyens du bord, du contexte, de la conjoncture et tout le bordel ambiant. C'est évident, c'est pas évident. Mais à partir du moment où on a une vision claire de ce qu'on veut réussir, derrière, on est confronté forcément. On est confronté à tout ce que, tous les freins, toutes les contraintes, toutes les peurs, toutes les croyances qui nous limitent et qui peuvent inhiber notre action ou notre capacité à agir. Parce que, je vous donne l'exemple suivant, c'est quand j'ai fini de faire le malin auprès du journaliste, après auprès de Nano, de l'équipe et tout, je me suis retrouvé tout seul dans ma chambre
évidemment, le premier truc qui est venu, c'est ah, et si je passe à côté, je vais vraiment passer pour un branleur. C'est-à-dire, j'aurais donné forcément raison aux journalistes, tu vois. Et ça, c'est quelque part la première cause d'échec. La première cause d'échec, c'est la peur de l'échec. Tu vois ? C'est parce que tu as peur, à un moment donné, que tu vois, ta peur va se réaliser. Parce que tu as peur de ta peur. Tu vois, tu as peur d'échouer et tu en as tellement peur que ça te fait échouer. Tu as peur de ta peur. Et c'est là que ça devient intéressant. Tu vois ? C'est qu'à un moment donné, si tu ne bosses pas là-dessus, eh ben, ça va être difficile de passer à l'action. Mais pleinement à l'action, comme je m'étais engagé auprès de mes coachs. Et donc, moi, évidemment, j'ai appris de cette situation qu'en fait, on ne pouvait pas travailler sur ses peurs. Vous voyez ce que je veux dire ? La peur, elle est là, elle existe, elle existera toujours. Mais on peut arriver à diminuer son effet. Et le meilleur moyen de diminuer l'effet d'une peur, c'est de ne pas travailler sur la peur, mais c'est de commencer à travailler sur les conséquences que la peur génère sur nous. C'est-à-dire, en gros, si je passe la ligne et que j'échoue, concrètement, quelles sont les conséquences ? Je suis déçu, mais vraiment déçu, humilié presque, enfin je pense. Je déçois, évidemment, à part mon journaliste à qui j'ai donné raison, tu vois. Mais je déçois Kili, je déçois mes coachs, je déçois ma famille, je déçois les gens qui sont venus m'encourager, etc. Donc je suis déçu, je déçois. Du coup, je commence à avoir une estime de moi qui se dégrade. Je me dis, mais voilà, est-ce que j'ai vraiment de la valeur ? Est-ce que je personnifie l'échec ? Vous voyez, je passe vraiment, c'est-à-dire que le journaliste, il avait raison. En fait, je suis un petit branleur prétentieux et arrogant. Est-ce que je peux assumer ça ? C'est ça la question. Est-ce que je peux assumer ? Est-ce que vous pourriez assumer les conséquences d'un échec ? C'est compliqué, hein ? Parce que ça a un impact, ça nous impacte fortement. C'est le regard des autres, c'est le regard qu'on a sur soi-même, c'est sa propre image, estime de soi. C'est chaud. Mais il faut aussi savoir, parce que ça aussi, ça peut être intéressant de travailler dessus, c'est que pour d'autres raisons, gagner, ça peut provoquer des changements auxquels on n'est pas toujours prêt non plus. C'est ce qui peut expliquer parfois la peur de gagner. Vous voyez, c'est-à-dire qu'endosser un costume de leader, avoir derrière une certaine image, avoir à maintenir un haut niveau de performance et d'exigence, c'est aussi compliqué. Il faut le savoir. Donc, travailler sur la peur de l'échec, c'est une chose. Travailler sur la peur de réussir, c'est aussi un sujet. Hein. Il y a plein de peurs en fait, qui s'en mêlent. Parce qu'à partir du moment où il va y avoir un changement de statut, tu vois, tu passes du petit branleur au grand champion, il y a un changement. En fait, le vrai mot, c'est le changement. Et si tu n'as pas abordé ce changement-là, anticipé ce changement-là, le jour de la course, entre le portillon et la ligne, tu peux mettre le petit coup de frein qui va te faire être deuxième ou troisième. Et tu es à l'abri du changement, du coup. Tu vois ? C'est vachement important, hein, ça. Donc, la question par rapport à la peur, c'est pas de travailler sur la peur, mais sur les conséquences. Et moi, la question, c'était est-ce que je suis capable d'assumer de décevoir, d'être déçu, de passer pour un blaireau, l'humiliation que ça génère derrière. Voilà, c'est ça l'enjeu. Comment je peux vivre avec sans que ça me touche, sans que ça me pénalise, sans que ça me bloque. C'est ça l'enjeu, quand on regarde bien. Et en fait, honnêtement, moi, des expériences d'humiliation où j'étais nul, j'en avais tellement à l'école que, en fait, je vivais déjà avec. Non, il y a une autre chose qui était importante. C'est que je me suis raccroché à ma culture. Je ne sais pas quelle est votre culture à vous, dans votre écosystème, parce que chaque écosystème a une culture bien particulière, ça repose sur des valeurs qui sont fortes, qui forgent justement cette culture. Moi, dans ma culture du sport, on est dans une culture, et en plus dans le ski de boss, on est sur une culture du rebond permanent. On perd plus de courses qu'on en gagne dans la vie. Dans la vie d'un athlète, dans notre sport à nous,
on perd plus de compétitions qu'on en gagne. D'accord ? Moi, j'ai gagné à peu près un tiers des compétitions auxquelles j'ai participé, ce qui est déjà énorme. J'ai eu un record de victoire qui a tenu pendant 30 ans. Tu vois ? Là, je me suis fait exploser par un Canadien et aussi par Perrine Lafont d'ailleurs, hein, chez les filles. Mais j'avais quand même un record qui a tenu de victoires, de nombre de victoires en Coupe du Monde qui a tenu pendant 30 ans. Et donc, mais 30 ans, c'est un record sympa, sauf qu'il faut savoir que je n'ai gagné qu'un tiers des compétitions auxquelles j'ai participé. Est-ce que les autres, je les ai perdus ? Question de regard et d'interprétation. Ah bah ouais, l'échec, c'est pas une fatalité, hein. L'échec, c'est une interprétation, hein. C'est pas, voilà, c'est question de regard. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'il y a des courses où j'ai tout donné, j'étais à 100% de mon potentiel, j'ai fini 5e, j'ai rien à regretter. Question de regard, vous voyez ? Donc, voilà, est-ce que j'ai tout perdu ? Non, mais l'enjeu, il y a des courses où j'ai été mauvais, d'accord ? J'ai été mauvais, j'ai pas été à la hauteur de mon potentiel, mais voilà, donc ça a été un véritable échec sur le moment, mais j'ai appris de cet échec, et je suis revenu plus fort le coup d'après, et j'ai gagné. Est-ce que c'était vraiment un échec dans la durée ? Non, c'était un moment, un apprentissage. Vous voyez ? L'échec, c'est vraiment une question de regard. Et donc, en fait, ce que j'ai trouvé intéressant, même si j'ai gagné qu'un tiers des courses auxquelles j'ai participé, il a fallu quand même être dans la culture du rebond, de l'apprentissage. Ce n'est pas ce que tu vaux à l'instant T qui compte, c'est ce que tu vas faire à partir de ce que tu es à l'instant T pour être meilleur le lendemain. C'est ça notre culture à nous. Et donc, en gros, je m'étais fait le scénario où je franchis la ligne d'arrivée, je me retrouve face à mon journaliste qui me tend le micro, il me dit alors « J'avais raison ? T'es pas trop déçu ?» Et donc, de lui répondre tout simplement, écoute, tu peux pas me reprocher, ni toi ni personne d'ailleurs, de ne pas y avoir cru. C'est quand même la base. Tu vois ? Si tu y crois, tu peux encore perdre. Si tu n'y crois pas, tu peux jamais gagner. C'est la règle dans le sport. La première chose, c'est d'y croire. Donc, tu peux pas me reprocher de ne pas y avoir cru. Je vais tirer les leçons de cet échec. Je vais revenir plus fort. Je gagnerai les prochains. Ça, c'était ma posture, qui était en phase avec ma culture. Et à partir de là, moi, je pouvais assumer un échec. Et je n'ai pas travaillé sur ma peur. J'ai juste travaillé sur le fait de réduire l'effet négatif des peurs qui pouvaient être les miennes par rapport à un objectif que je m'étais fixé. Et c'est ça qui est intéressant, finalement, je pense. C'est qu'à partir du moment où tu es au clair avec tes peurs et tes croyances et tout, tu peux encore plus facilement viser haut, sans tenir compte du contexte, des conditions, de la conjoncture et des moyens du bord. Et c'est même ça une manière de créer les conditions pour que ça marche. Tu trouves tous les jours des solutions qui vont t'aider à te focaliser sur ce qu'il faut faire pour y arriver, plutôt que de te laisser freiner, bloquer, inhiber par ta peur d'agir pour aller à l'échec. Et donc, à partir de là, vous voyez, je pense que ce qui a été pour moi très motivant, très stimulant, c'était d'avoir une vision claire de ce que j'avais envie de réussir. 2, de me donner ou de me trouver les moyens qui allaient me permettre d'y arriver. Les moyens, ils étaient humains, ils étaient financiers, ils étaient techniques, voire technologiques, parce que parfois on travaillait avec les sponsors, avec mes partenaires ski pour trouver du matos très adapté. Donc, avoir une vision claire de ce que j'avais envie de réussir, sans tenir compte des moyens du bord. 2, trouver des solutions pour réduire l'écart entre ce que j'étais et ce que je voulais avoir. 3, fédérer autour de moi une équipe avec laquelle il y a une vraie confiance mutuelle, structurée, calée sur des engagements auxquels on répond tous les jours. 4, des valeurs fortes qui nous permettent d'assumer des résultats qui ne valent qu'à l'instant T. Tu sais, nous, on est champion. Enfin, tu gagnes une Coupe du Monde, tu gagnes un championnat du monde, tu es champion du monde le jour de la course. Le lendemain, si tu ne te remets pas en question, ça va être difficile parce que les autres vont te remettre en question. Parce qu'on est dans un univers concurrentiel et le lendemain, les concurrents convoitent ce que tu leur as pris. Parce qu'ils se sont battus pour eux aussi. Ils ont passé du temps, ils ont passé des heures,
Ils ont abattu une charge de travail colossale pour arriver là où ils voulaient arriver. Tu leur as piqué le truc. Le lendemain, ils ne vont pas te lâcher. Tu sais. Eux, ils reviennent avec l'énergie de la revanche. Là où toi, tu es dans l'énergie de la coolitude. C'est bon, j'ai gagné, j'ai fait le plus dur. Maintenant, je vais pouvoir me la péter. Et ben, dans cet environnement-là, tu vois. Donc, des valeurs. Et puis, 5, un état d'esprit. Un état d'esprit hyper positif, stimulant, où tu vois non pas la bosse comme un problème, mais tu la vois comme une solution. Et tu cherches en permanence, en fait, des solutions à la situation à laquelle tu es. Pour non pas devenir champion olympique, mais pour être tous les jours un petit peu meilleur. Et qu'au bout du compte, bah oui, ça délivre un titre de champion olympique. Évidemment. C'est ça qui, à mon avis, fait que tu trouves une motivation qui te permet d'aller vers les sommets. 1, il faut définir le sommet. 2, la route qui va t'emmener au sommet. 3, les moyens, tu vois, les gens, l'équipe, tu fédères et qui va t'aider aussi. Tu as des porteurs qui vont t'aider à aller au sommet. 5, qu'est-ce qui se passe si ça merde? Tu vois, tu détermines les valeurs, mais à un moment donné, les valeurs, c'est aussi mettre des règles du jeu et avec des limites. Tu vois, qu'est-ce qui se passe si le temps se gâte? Est-ce qu'on est capable de renoncer? Et puis 5, dernièrement, pour atteindre les sommets, trouver cette motivation, avoir cet état d'esprit de la gagne et aller au bout de ses ambitions. Donc voilà, c'est ce que je voulais résumer en 40 minutes. Maintenant, on a une séquence de 20 minutes de questions-réponses. Donc évidemment, ça a duré 25 ans, donc je peux raconter plein de choses. Mais c'est vrai qu'à partir de là, moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est que par rapport à vous, qui vous êtes, ce que vous faites, l'environnement dans lequel vous évoluez en ce moment, si vous avez des questions auxquelles je peux répondre pour éclairer un peu le débat, évidemment, je n'ai pas de solution, hein, mais éclairer le débat, je suis à votre écoute. Oui, bonjour. Merci, votre parcours est super inspirant. Est-ce que vous avez connu des moments de découragement? Est-ce que j'ai connu des moments de découragement pendant ma carrière? Oui, mais je dois dire que, là je parle de ma carrière, mais après ma carrière, dans la reconversion, dans ce que je fais aujourd'hui, oui, des hauts et des bas, on en connaît toujours. Et pour moi, ce qui a été à chaque fois une source de reprise en main de ma situation, ça n'a jamais été, ou rarement, ça a été, si ça s'est initié seul, mais après c'était tout de suite en équipe. L'équipe a été pour moi, et pourtant j'ai fait un sport individuel, mais l'équipe de France notamment a été pour moi un lieu de ressources extraordinaires, de ressources, de cohésion, de confiance extraordinaire. Et pourtant, l'équipe de France, ce sont mes adversaires. Et en équipe de France, j'ai sans doute les plus coriaces d'entre eux. Parce que il y avait Olivier, il y avait Eric, il y avait des mecs qui étaient numéro 2, numéro 3, numéro 5 mondiaux. C'était des super skieurs. Mais ça, la vie de l'équipe, elle est régie par elle est rythmée par la compétition. La compétition, c'est un jour dans la semaine. Et en dehors de la compétition, il y a tous les entraînements, il y a la vie du groupe. Et ça, on peut être très bien amis dans la vie et ennemis ou en tout cas adversaires en compétition. Et ça n'est pas antinomique. C'est ce que j'ai d'ailleurs trouvé sympa avec le sport. C'est qu'on peut arriver à faire la part des choses et on peut arriver à travailler avec des gens avec qui on est adversaire sur le terrain, mais avec qui, dans la vie, on est amis, on peut même trouver des solutions, réfléchir ensemble, travailler ensemble, parce qu'on a une ambition. Ça ne peut se faire que parce qu'il y a une ambition supérieure. L'ambition supérieure, elle était calée par Nano Pourtier, qui était le capitaine de l'équipe, d'accord, et qui nous disait toujours, mon ambition à moi en tant que capitaine d'équipe, c'est que l'équipe de France soit la meilleure au classement mondial des nations. Donc, vous pouvez me dire, Edgar, t'es sympa, t'es champion du monde, mais ça suffit pas pour qu'on soit la meilleure équipe du monde. Il faut que derrière, tout le monde performe. Et si moi je place 3 Français sur le podium, à ce moment-là, je me rapproche de mon objectif.
Et c'était une des raisons pour lesquelles on adhérait à l'équipe de France. Nano cherchait vraiment à faire en sorte que notre ambition individuelle soit toujours mise au service d'une ambition collective qui nous dépasse à titre individuel. Parce que ça, c'était la garantie d'une bonne cohésion au sein de l'équipe. Parce que quand un mec passe à côté de sa course, il faut qu'il y en ait d'autres pour le rattraper. Et on savait que mon enjeu, c'est d'être numéro 1, par exemple. Mais quelque part, je sais que si un Français est deuxième, un autre est troisième, et ben à ce moment-là, on sera en plus la meilleure équipe du monde. Et je vais y trouver un bénéfice à ce qu'on soit la meilleure équipe du monde. Parce qu'on va avoir des moyens supérieurs, supplémentaires de la part de la fédération, on va avoir de meilleurs sponsors, etc. Vous voyez ? C'est-à-dire que je vais avoir aussi, moi, un retour sur investissement qui va, en profitant à l'équipe de France, me profiter à moi en tant qu'athlète de l'équipe de France. Et donc, on trouvait du coup des solutions ensemble. Il y avait une vraie émulation entre nous, et cette émulation faisait que dans les moments difficiles, par exemple, je passe à côté de ma course, évidemment, où je me blesse, je suis entre guillemets éjecté de l'équipe pendant quelques temps, le temps de me réparer. Je sais que quand je reviens, les gars, ils vont être là et je vais pouvoir compter sur leur soutien pour revenir dans le jeu. Parce qu'on a tous le même intérêt, c'est que l'équipe, elle performe. Maintenant, on se bat tous, mais ça, c'est sur la piste. Et ça, c'est assez extraordinaire. D'ailleurs, je me demande si on ne serait pas un peu dans la même config, vous et moi. Vous avez tous un intérêt supérieur à ce que le business travel, il marche. Il continue de vivre et de se développer dans cet environnement-là. Vous avez tous cet intérêt-là. D'accord ? Et maintenant, il faut qu'il y ait une organisation qui structure cette vision et cette ambition. Parce que sinon, on va chacun faire son job dans son coin. Edgar, je crois qu'on a une autre question. Oui, moi je voulais savoir comment toi, le petit con prétentieux, arrogant, en arrivant, en annonçant à ton staff que tu veux être champion olympique d'ici 3 ans, justement, comment c'est vécu par le reste mais des compétiteurs, par les autres, exactement, puisque toi tu as annoncé tout de suite la couleur, ça sera moi je serai le champion, donc c'est grosso modo, vous n'y serez pas. Comment ça se passe ? Oui, déjà c'était une manière de leur dire vous vous battez pour la 2e place, ce qui est sympa. En plus, on fait un sport à jugement, nous, donc c'est aussi une manière de dire aux juges, moi j'assume mon costume de leader aussi, parce que j'étais quand même champion du monde en titre, donc j'assumais mon rôle en faisant ça. Après, comment c'est vécu par les autres, il faudrait leur demander. Mais oui, parce qu'ils seront bien mieux placés que moi pour répondre à ça. Après, pour en avoir discuté ou avoir eu des échanges avec eux, certains l'acceptaient, comme une fatalité, en disant ouais, mais de toute façon Edgar il est trop fort, par exemple. Et donc j'avais gagné avant d'avoir même fait la course. Mais ouais, si tu arrives à instiller dans la tête, à inscrire dans la tête des mecs, de tes adversaires, que c'est plié, les gars. Tu vois, ils vont pas. C'est pas qu'ils peuvent pas y arriver, c'est juste qu'à l'entraînement, ils vont pas mettre les standards au niveau requis par l'ambition qui était la mienne. Ils vont mettre leurs standards, mais un peu en dessous. Voilà. Et puis ils vont me regarder à l'entraînement, puis ils vont se dire ah non mais Edgar il est trop fort. Tu vois. Et c'est comme ça, je dis, c'est gagner d'avance quelque part. T'es jamais à l'abri d'une chute, d'une erreur, etc. Mais à un moment donné, la victoire, elle se crée. Enfin, les conditions de la victoire, elles se créent, elles se réunissent. Tu peux pas arriver le jour de la course en te disant bon voilà, maintenant c'est le grand jour et c'est maintenant que ça se joue. C'est pas vrai. Les jeux sont faits le jour de la course. Tu peux encore perdre, bien sûr, parce que tu n'es pas à l'abri d'une erreur, d'une erreur de jugement, d'une faute, voilà. Mais à un moment donné, quand tu arrives, les jeux doivent être faits. Et tu dois avoir créé les conditions, créé suffisamment d'avance, etc. Donc il y en a pour qui c'était ouais, non mais Edgar, voilà, trop fort. Ou non, il y en a pour qui ça pouvait être un challenge. Ah attends, je vais quand même m'accrocher, tu vois. Et s'il fait une faute, j'aurai peut-être une chance, tu vois. C'est vécu comme ça. C'est vécu comme ça. Mais ce qui est sûr, c'est que si je prends Olivier Alamand, qui a fini 2e au jeu,
Comme il mettait 2 Françaises sur le podium. Pour Olivier, il n'a pas eu du tout la même approche que moi. Lui, il avait une approche où c'était non, moi je dis rien, je me prépare, je fais mon truc. On en avait discuté, lui, son ambition c'était de faire un podium. Hein, lui, il voulait gagner. Enfin, il voulait. Moi, j'ai dit. Olivier, il a dit moi, je voudrais bien gagner. Et moi, j'ai dit moi, je vais gagner. Tu vois la différence? Tu vois, elle n'est pas beaucoup. Et Olivier, en fait, le jour de la finale, il partait avant-dernier. Moi, je partais dernier. Parce qu'on avait fait, on avait fait les qualifs, on avait fait premier, deuxième. Et du coup, après, on part en ordre inversé pour la finale. Parce qu'il faut que la pression monte. Et donc, il arrive en bas de sa finale. Et là, à ce moment-là, il obtient les points. Et virtuellement, il est champion olympique. Tu vois, il a eu ce qu'il voulait pendant 2 minutes. Et voilà. Edgar, on a une autre question. Ouais. Ouais, Edgar, tu as été champion du monde plusieurs fois. Tu as gagné des Coupes du Monde. Et puis après, tu deviens champion olympique. Comment une fois que tu as gravi ce Graal, comment tu gères l'après? Est-ce que tu ressens pas un spleen vide. énorme, un vide? Si. Et je compléterai, et même après cette carrière-là, qui a duré longtemps, tu 9 disais. ans. Ouais, 9-10 ans, ouais. Ce qui pour un sportif est déjà très très bien, parce que t'as un sport qui est hyper physique. Comment tu gères maintenant l'après? Parce que tu pourras être nostalgique de ce temps-là où tu collectionnais les médailles. Comment tu gères ça pour pas partir en sucette, hein, finalement? Ouais, alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on parle de motivation, tu vois, ce qui te motive à 20 ans te motive plus forcément à 30, à 40 ça change, à 50 c'est encore très très différent. Et donc moi aujourd'hui, tu me dis Edgar, ça te branche d'être au départ des Jeux Olympiques? Je vous dis pff, parce que moi je sais ce qu'il en coûte pour être au départ des Jeux. Et ma motivation, c'est pas d'être le jour de la course au départ des Jeux. Ça, à la limite, bon, c'est facile. Tout le monde peut être motivé pour être au départ des Jeux. Mais si ta motivation, c'est de les gagner, à ce moment-là, tu sais ce qu'il en coûte. Et là, ta motivation, elle est challengée. Est-ce que tu es prêt pendant 3 ans de faire les sacrifices nécessaires pour être au départ des Jeux? Et c'est là que ça se joue, en fait. Et donc pour répondre à ta question, effectivement, le plus dur, c'est quand tu as réussi quelque chose, tu vois, quand tu as réussi un truc. C'est-à-dire que, par exemple, si c'est un rêve de gosse qui te fait lever tous les matins pour aller t'entraîner, pour aller faire le job, et que ce rêve se réalise, ben en fait, cette force d'attraction, de cette puissance motivationnelle, elle n'existe plus. Tu sais plus pourquoi tu te lèves le matin. Tu vois, parce que tu as ce que tu voulais. C'est pour ça que je dis, attention, réussir, c'est super, mais le succès n'appelle pas le succès. Le succès appelle la zone de confort. Tu vois, quand tu as vraiment réussi ce que tu voulais réussir, tu n'as plus rien à gagner, quelque part à prouver, tu ne peux que perdre. Et donc tu rentres dans un mode non plus conquête, tu vois, tu rentres dans un mode protection de tes acquis. Tu essayes d'en perdre le moins possible. Et ben moi, j'ai pas trouvé ça très motivant. J'ai trouvé ça même assez chiant, je dois vous l'avouer. Et je suis rentré dans une espèce de spirale de démotivation. Parce que ce qui est sympa quand tu réussis, tu vois, c'est qu'après, tu vois, quand tu es champion olympique, après, tu assures le service après-vente du champion olympique. Alors ça, c'est cool parce que tu vas faire des émissions télé à la con, tu vas faire des événements pour tes sponsors, tu vois, tu vas là où ça brille, tu vois. Tu vas te la péter là où ça brille. Pendant que les autres sont à l'entraînement. Là où ça brille pas, là. Tu vois, là, tu remets les compteurs à zéro, tu skis, il fait des dégueulasses, tu vois, il fait froid, bref. Donc tu as le choix. Quand tu réussis, tu as le choix entre aller là où ça brille et puis aller te faire chier là où c'est la merde, tu vois. Alors en fait, tu vas à l'entraînement quand il fait beau. Tu vois. Et le reste du temps, tu vas assurer le SAV du champion olympique. Tu vois. Sauf que quand tu fais ça, évidemment, tu régresses, les autres progressent. Puis à un moment donné, tu te fais dépasser ou chatouiller. Et là, pour assurer le statut, tu prends des risques pour essayer de te maintenir. Et à un moment donné, la prise de risque, elle est trop grande et je me suis blessé. 1 an après les Jeux Olympiques, en fait, je me suis retrouvé au fond d'un lit d'hôpital et j'ai tout perdu. Tous les titres que j'avais, un champion de France, d'Europe, du monde, numéro 1 mondial, les champions olympiques, je les ai tous perdus. Et au fond de ce lit d'hôpital, tu me demandais si j'avais eu des coups de moins bien et tout. Par exemple, là, tu es au fond d'un lit d'hôpital
alors que t'es encore, parce que j'étais encore champion olympique à ce moment-là, je n'avais pas encore perdu le titre, je l'ai perdu l'année d'après, mais j'étais encore champion olympique, et franchement, je me suis réveillé après l'opération. J'étais là avec un genou, machin et tout, et je me suis regardé dans le couloir et j'ai dit non, c'est pas ça. C'est pas ça être champion olympique, tu vois. Je suis pas à ma place. Et c'est là que j'ai compris que le rêve de gosse est devenu réalité, il n'y avait plus de rêve. Tu vois, et que c'est pas une fatalité, ça aussi. Ce que j'avais oublié de faire, c'était de lui redonner du sens à ce rêve de gosse. Tu vois, j'avais juste oublié de lui redonner du sens. Et donc, à partir de là, je me suis dit, qu'est-ce qui vient l'année prochaine et dans 2 ans? L'année prochaine, des Jeux Olympiques à Lillehammer. Je me suis dit, franchement, ça va pas, tu vois. C'est une connerie, hein. Mais ça m'a pas motivé. J'avais été champion olympique en France. Je me suis dit, Lillehammer, franchement, au bord d'un fjord, là-bas, on s'en fout. Chez les trolls, on s'en branle. Tu vois, qui suis allé chercher une médaille là-bas. Là, la mascotte, c'était un troll. Pour nous, c'était une étoile. Là, c'est Fiji, là. T'as vu à Paris, là? Mignonne, c'est mignon. On joue au foot avec. Donc, non, mais tout ça pour dire que, 2 ans après, par contre, il y avait un championnat du monde à la Clusaz, et je me suis dit, ça, c'est vraiment question d'interprétation. Je me suis dit, je ne pourrais pas considérer que je serais le meilleur skieur du monde si après avoir été champion olympique dans mon pays, je ne suis pas champion du monde dans mon jardin. Tu vois ? Et pour y rajouter un petit truc un petit peu plus motivant encore, je me suis dit, et je gagne et j'arrête. Tu vois, comme ça, je sors par le haut, par la grande porte, c'est quand même mieux que sur une blessure. Tu vois ? Et c'est ça qui m'a reboosté. Et en fait, il a fallu tout reconstruire. Alors, il faut dépasser la douleur, il faut dépasser un peu la critique, parce que je me suis fait défoncer par les journalistes pendant 2 ans, parce que je perdais tout. Il faut dépasser aussi l'échec, et il faut revenir progressivement. 2 ans après, j'ai été champion du monde à la Clusaz et j'ai arrêté ma carrière. Honnêtement, si je ne m'étais pas dit ça dans mon lit d'hôpital, jamais je l'aurais fait. C'est pour ça que quelque part, quand tu es dans une situation un peu merdique, moi j'avais le choix entre 3 options. La première, c'était d'arrêter, mais je trouvais que ce n'était pas génial d'arrêter sur un échec, sur une blessure, sortir par la petite porte. Mais bon, c'était facile. Un peu plus cool, c'était de dire je reviens, puis comme il y a le championnat du monde à la Clusaz, je ferai mes adieux, mais j'y vais pour participer, je vais prendre une année sabbatique. Donc tu vois, j'avais l'option confortable, j'avais l'option facile, confortable, puis j'avais l'option difficile. Je reviens au championnat du monde pour les gagner, tu vois. Et là, c'est difficile, c'est risqué. Mais c'est la plus motivante. C'est la plus motivante, c'est la plus stimulante. Et donc moi, j'ai choisi la plus stimulante. La plus difficile, certes, mais la plus stimulante. Et c'est le critère de la motivation, justement, qui a été le critère essentiel pour prendre ma décision. Parce que la facilité, tu vois, je quitte le sport sur une blessure, c'est cool, c'est facile, ok. Tu vois. Mais, quel gâchis. Ça aurait été un gâchis, quoi, quelque part. Ça aurait été un gâchis. Puis je pense qu'en plus, je ne me serais pas remis en question comme je me suis remis en question pour aller chercher ce titre de champion du monde. Et donc, si tu n'apprends pas, parce que là, tu vois, tu ne te remets pas en question, donc tu n'apprends pas de cet échec, tu n'apprends pas d'échec, tu ressors moins fort de ça. Tu vois. Et donc, je pense que, quoi qu'il arrive, même si je ne gagne pas ce championnat du monde à la Clusaz, je serais ressorti plus fort. Parce que j'aurais réussi à casser cette spirale, inverser cette tendance et remonter, quoi. Donc voilà, je trouve que quand on fait des choix, peu importe la difficulté, le premier critère qu'on doit avoir, c'est est-ce que ça me stimule, est-ce que ça me motive, est-ce que ça me fait lever le matin, est-ce que ça me fait bouger, quoi. Est-ce que ça me fait passer à l'action concrètement, est-ce que ça me donne envie, quoi. Est-ce que ça me challenge. Et donc, puisque tu me poses la question de savoir si j'ai pas le spleen, non, tant que je suis en action, tant que ça bouge, tant que je me fixe des défis, tant que j'en relève, peu importe que ce soit dans le métier que je fais aujourd'hui, que ce soit dans le sport quand je fais du sport, que ce soit avec mes potes quand on se fixe des défis, des challenges et tout, moi, j'ai ma dose. J'ai ma dose d'adrénaline. Ouais. Michael Phelps, Usain Bolt, Roger Federer. Je connais, à peu près. Ouais. Mais, pas personnellement, mais je vois qui c'est. Tu vois bien le dénominateur commun. Quelle est la différence entre le fait d'avoir fait une Olympiade, ils en ont fait 3, 4, je crois que c'est peut-être 5 pour Michael Phelps,
est-ce que le ski à bosse en fait est tellement physiquement contraignant qu'on ne peut pas faire plus de 2 ou 3 Olympiades, ou est-ce que c'est juste une question d'ambition selon les individus? Non, c'est une question de... Alors, un gars qui a une bonne carrière en fait 3. Moi, j'en ai fait 3 d'Olympiades. J'ai fait Calgary, mais le sport était en démonstration. J'ai fait une médaille de bronze. Albertville, médaille d'or, et médaille de bronze encore à Lillehammer. Alors, j'ai eu la chance que aussi il y a eu ce décalage des 2 ans. Donc, on avait 92 et 94. Au lieu de l'avoir tous les 4 ans, on l'a eu 2 ans entre Albertville et Lillehammer, ce qui a raccourci un peu l'échéance. Et voilà, non, ça c'est vraiment lié à la carrière, vraiment lié à ta longévité, mais aussi à ta capacité à durer. Donc effectivement, il y a une question de performance. Tu vois, la performance, c'est pas juste de monter sur un podium ou d'arriver en équipe de France, mais c'est de rester dans la durée en équipe de France, rester dans la durée sur les podiums. Et c'est ça le plus difficile, parce qu'effectivement, plus tu réussis, plus c'est difficile de trouver des arguments pour te remettre en question et viser plus haut. Tu vois, ce que je trouve assez... Alors, il y a Teddy Riner, par exemple, dans ceux que tu n'as pas cités, mais qui, je trouve, aujourd'hui a une espèce de chance extraordinaire, parce que c'est un gars qui est... c'est un champion extraordinaire et qui a un alignement de planètes dans son sport qui est extraordinaire, parce qu'il a fait les Jeux à Tokyo. Le pays du judo, c'est quand même là-bas que ça se passe, et puis ça s'enchaîne avec les Jeux à Paris, à la maison pour lui, tu vois. Et donc tu as moins à te poser la question de savoir, tiens, quel est le truc qui va me motiver demain? Ouais, et c'est une chance, mais cette chance-là, c'est aussi une pression, tu vois. Donc selon le point de vue que tu donnes, ça peut être une chance ou ça peut être une pression, ça peut être donc voilà. Mais n'empêche qu'on lui sert sur un plateau. Il y a un alignement des planètes qui est génial pour lui. Parce qu'en plus, c'est très dur de se motiver entre 2 Olympiades. C'est très, très dur. Tu vois, dans des sports comme ça, tu vois, le mec, il arrête pendant 2 mois, il prend 54 kilos en bouffant la même chose, tu vois. Non, mais c'est un truc, c'est chaud, tu sais, quand tu fais des gabarits comme ça. Tu vois, le mec, il bouffe une tranche de pain, il a l'impression d'avoir rien bouffé. En fait, il a bouffé un pain complet entier. C'est l'équivalent d'une miette pour toi. Mais, non, c'est super dur. C'est super dur. Les variations de poids et tout dans ces sports, c'est costaud. Donc si tu n'as pas des vraies échéances qui te motivent, qui te stimulent, si tu te les fixes pas, waouh, c'est chaud. Merci Edgar. Je pense qu'on peut Merci. l'applaudir très très fort. Merci beaucoup.